Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous donner quelques nouvelles quand même, c'est important. Juste avant de partir quelques jours en vacances en famille, j'avais tourné quelques vidéos qui allaient jusqu'à hier, vendredi. Celle-ci, vous allez la voir samedi. Et je m'étais dit, voilà, je tourne les vidéos comme ça en vacances. Je profite de ma famille pendant 4 jours. Et après, à mon retour de vacances, il me reste 4 jours pour souffler. Et ça me permettra de continuer à travailler sur le prochain dossier, le Foilier. Problème, j'ai eu un problème de santé. Au tout début des vacances, on a un petit peu tergiversé pour savoir exactement ce qui m'arrivait. Gastro-entérite, intoxication alimentaire, grippe, on ne savait pas très bien. Finalement, rien de très grave, mais quand même assez douloureux. Je souffre d'un ulcère gastrique. Et donc voilà, ce qui explique un petit peu mon état, ce qui explique ma fatigue assez importante et les journées assez compliquées que j'ai passées. Autrement dit, je n'ai évidemment absolument pas travaillé, j'ai été incapable, j'ai beaucoup dormi, surtout je me suis beaucoup reposé. Donc je n'ai absolument pas avancé sur les dossiers, donc il y aura probablement vraiment quelques décalages dans le temps. Là, je ne vais pas pouvoir sortir les épisodes quand j'en aurai l'opportunité. Je n'aurai pas le temps, là, je pense en 15 jours, de faire le premier épisode sur le printemps républicain, on va dire de façon tout à fait correcte, ou en tout cas à l'image de ce que j'aimerais que l'épisode soit. Il va me falloir plus de temps que ça, et je ne sais pas encore combien de temps il va me falloir pour récupérer pleinement. J'enregistre cette vidéo, on est vendredi, ça va déjà mieux. Ça va déjà beaucoup mieux, je ne vais pas le cacher. Mais voilà, j'accuse encore beaucoup le coup physiquement. J'ai encore beaucoup de symptômes de ulcère. Même si le traitement commence à faire un peu effet. Donc voilà, je vous prie de m'excuser pour le ton des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai quand même besoin de me changer un petit peu les idées parce que depuis que je suis rentré de mon petit séjour, je fais que dormir dans mon lit, je m'ennuie beaucoup. Et donc, on va enregistrer 2-3 épisodes d'affilée. On va commencer par celui-ci. C'est quelque chose qu'avait posté Marguerite Stern le 21 février, qui est juste désastreux. Vraiment désastreux. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que cette femme, en plus d'assumer complètement un virage très autoritaire, et puis presque xénophobe à certains endroits, cette militante qui avait commencé par être une sorte de figure du féminisme français, du féminisme très radical, du féminisme transphobe, tout ce que vous voulez certes, mais néanmoins du féminisme finissent par se tromper complètement dans ses prises d'opposition au sujet de ce que c'est que l'agression sexuelle ou le viol. Et on va lire ça. Donc voilà un tweet qu'elle a posté qui est à mon avis le tweet le plus violent que de 2025, on ne pourra pas faire pire. Elle dit « Il y a violé et violé » avec des guillemets autour de violé. Et elle propose donc 2 définitions différentes du viol. La première, elle dit « Il y a violé en insistant trop, en refusant d'entendre un non, même lorsque l'acte sexuel a déjà commencé. Et il y a violé en plantant un couteau sous la gorge ou un pistolet sur la tempe, violer une femme devant sa famille, violer une femme jusqu'à ce qu'un flot de sang coule entre ses jambes, et la brandir comme un trophée. » Et rien que par rapport à ça, on peut déjà noter que c'est très surprenant de se dire que Margaret Stern a été une figure du féminisme parce qu'elle démontre qu'en fait elle a oublié, ou peut-être qu'elle n'avait jamais compris ce qu'était le viol. Le viol est non pas une affaire, je sais pas, de pulsion, le viol est une affaire de nuisance. Les hommes qui violent, ça découle d'un rapport de domination, d'un rapport de pouvoir. C'est la conséquence de la domination masculine. La conséquence de la domination masculine, c'est le contrôle du corps des femmes et c'est le viol. Et donc, en réalité, il n'y a pas viol et viol. Les 2 viols qu'elle décrit sont le produit d'exactement la même chose, à savoir la domination masculine, la volonté des hommes d'avoir du pouvoir sur le corps des femmes. Et la deuxième chose qu'on pourrait évidemment reprocher très très férocement à Margaret Stern, c'est que le deuxième viol qu'elle décrit est un viol qui n'existe pas. C'est-à-dire que le viol commis avec une arme par un inconnu dans une ruelle un peu sombre, etc., est un viol qui est absolument rarissime. La quasi-totalité des viols ont lieu malheureusement dans le cadre personnel et intime. S'il y a un endroit dans lequel les femmes ne sont pas en danger, c'est pas l'extérieur, c'est pas la rue, c'est avant tout les endroits qu'elles ont l'habitude de côtoyer, leur famille, leurs conjoints, le travail, etc.
Donc, c'est quand même très surprenant de voir que pour elle, elle considère que la majorité des viols en France, les viols, du coup, dans le cadre de votre entourage, malheureusement, c'est pas réellement un viol, vous voyez. Il a juste un peu trop insisté, il a refusé d'entendre un non. Ça, c'est de la domination masculine qui fait qu'il estime que son désir à lui est plus important que le vôtre et donc il a le droit de vous imposer un rapport malgré votre non. Et donc derrière, elle poursuit l'analogie en reprenant cette fois-ci tous les éléments de langage de Tsahal. Et elle dit, il y a tué et tué. Il y a par exemple tuer des civils que des représentants politiques utilisent comme bouclier humain. Donc ça, c'est vraiment le discours de Tsahal. Mot à mot. Tuer des civils par des bombardements dont l'objectif est d'éliminer des terroristes qui retiennent des otages. Tuer des civils malgré qu'on les ait prévenus du bombardement 1 heure avant. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on voit que les personnes qui reprennent comme ça les arguments de Tsahal, les reprennent sans réfléchir à ce qu'ils signifient. Parce que ce qu'elle est en train de dire, c'est que vous avez des autorités militaires à qui l'on informe, qui sont en tout cas informés du fait que l'endroit qu'ils sont censés bombarder est rempli de civils. Et sous prétexte que ces civils seraient utilisés comme des boucliers humains, ils diraient, on les tue quand même. Voilà. Après tout, ils avaient qu'à pas être utilisés comme boucliers humains, c'est ça, comme si c'était la faute des civils. C'est terrible parce que cet argumentaire qu'on entend beaucoup là, qui est vraiment le copier-coller de l'argumentaire de Tsahal, en fait, il est extrêmement problématique. Parce qu'on a envie de leur dire, mais du coup, vous saviez que c'était des civils? Ah oui, on savait, mais bon, le Hamas les utilisait comme bouclier humain. Non mais d'accord, peut-être qu'ils les ont utilisés comme bouclier humain, supposons que cette phrase soit vraie, mais le fait est que ce sont des civils. Oui, mais ils ont été utilisés comme bouclier humain. Oui, d'accord, mais ce sont des civils. Et vous les avez bombardés. Oui, mais ils ont été utilisés comme bouclier humain. Non mais vous voyez, on va boucler là en fait. C'est-à-dire que le fait que, soi-disant, les civils seraient utilisés comme bouclier humain, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment la propagande de Tsahal, mais ne justifie pas le fait qu'on les bombarde. Parce qu'il reste des civils et des innocents, et derrière, elle parle d'un meurtre absolument ignoble. Elle dit, il y a roué de coups un bébé, restitué son cadavre dans une mise en scène qui plonge dans l'effroi et qui les réjouit. Nous ne sommes pas faits de la même chair. Alors je ne suis pas allé vérifier la véracité de ces informations, mais c'est tout à fait possible que... Moi, vous savez très bien que dans ce massacre en cours, vous savez très bien où mon cœur va, que je suis 100% du côté de la population palestinienne, gazaoui, de Cisjordanie, etc. Mais je suis tout à fait disposé à croire que des horreurs ont été commises par des Palestiniens, par le Hamas évidemment. Aucun doute que le Hamas puisse commettre ce genre de choses, donc je ne suis pas allé vérifier, mais je suis prêt à croire que ces atrocités aient même tristement eu lieu. Mais je ne considère pas que ces atrocités-là sont moins graves que d'autres types d'atrocités. De même que je ne considère pas qu'une femme qui viendrait me voir pour me dire « j'ai dit non à mon patron, il m'a quand même violée alors que je lui ai dit non, il a continué alors que je ne voulais pas aller plus loin », j'ai autant d'empathie pour elle que celle qui aurait subi le viol avec beaucoup de violence physique. J'ai de l'empathie pour les deux victimes en fait, contrairement à Marguerite Stern qui nous explique que... Voilà, donc là, elle parle donc des enfants bibasques, filles Ariel. Le Hamas a aussi assassiné leur mère et rend un cadavre qui n'est même pas le sien. Alors, il y a tué et tué, d'après elle. Il y a peut-être même tué et tué. Derrière, elle nous dit que parfois, tuer est un acte moral. Les tortionnaires du Hamas doivent être exterminés jusqu'au dernier. C'est vraiment intéressant de voir cette mue, en fait, très autoritaire qu'elle prend, là, Marguerite Stern. Parce que non, les criminels de guerre ne doivent pas être exterminés jusqu'au dernier. Les criminels de guerre, ils doivent être jugés dans un tribunal qui juge spécifiquement les crimes de guerre. Et tous les crimes de guerre devront alors être jugés. Tous les crimes de guerre, c'est-à-dire des deux côtés. Mais on ne peut pas commencer à souhaiter à vivre dans une société dans laquelle, en fait, on se laisse aller à des affects violents comme ça et à se dire, oui, mais... l'intensité des crimes que j'ai vus m'a tellement révolté que j'estime que notre État devrait avoir la permission d'utiliser la peine de mort. Ce qui est assez étonnant de se dire, c'est que la fenêtre d'Overton a été tellement ouverte ces dernières années par l'extrême droite qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu complètement normal de lire en ligne des propos pro-peine de mort. C'est-à-dire que l'abolition de la peine de mort est vraiment un détail de l'histoire de France dans la mesure où elle est extrêmement récente. C'est-à-dire que si demain la peine de mort était rétablie en France, on aurait eu une abolition de la peine de mort dans l'histoire de France qui aurait duré 50 ans. Vous voyez, c'est un détail, 50 ans dans l'histoire d'un pays. Et on pensait que cette loi, qui est une loi juste, qui est une loi humaniste, qui est une loi nécessaire, l'interdiction de la peine de mort est absolument indispensable, qu'en fait, elle n'est pas acquise.
Et elle est absolument pas acquise. Et en temps de crise, bah, vous avez des personnes comme Marguerite Stern qui vous disent ouais, non, mais c'est normal, voilà, mon souhait, c'est d'exterminer des personnes qui en ont tué d'autres, voilà, c'est mon souhait. Ce tweet est effrayant de voir en fait cette mue, qui est une mue bien plus qu'une mue xénophobe, mais qui est aussi une mue vraiment fascisante. C'est une mue très autoritaire qu'elle est en train de prendre, Marguerite Stern, et qui est assez inquiétante et qui est à l'image des personnes avec qui elle milite, qui est à l'image avec les militants d'extrême droite dont elle s'est entourée. Et tout ceci n'augure rien de bon pour l'avenir, je trouve. Tous ces discours-là qui sont juste, enfin, je veux dire, mis comme ça sur le devant de la scène et qui sont en train d'expliquer que, bah oui, non, mais vous savez, la majorité des viols qui sont décrits, bon, il y a viol et viol, quoi. Bon, c'est les discours des violeurs, hein, c'est ça, les discours des violeurs, c'est, bah, attendez, il y a viol et viol, quoi. Hein. On va parler d'Harry Habitant lundi, c'est exactement son discours, quoi. Hein. Donc, bon, voilà, moi, je suis vraiment désolé de lire ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ma vidéo était plutôt claire parce que je ne suis pas en grande forme. Et voilà, je vais me reposer, vous inquiétez pas, il me reste encore 2 jours et demi là pour souffler. Puis si j'ai besoin d'un arrêt de travail avant de reprendre le travail, je prendrai un arrêt de travail. Voilà. Prenez soin de vous en tous les cas, passez une bonne journée. À bientôt.